Alors Yann Lebris, vous venez d'arriver, on se redit bonjour. Vivadi Madi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On s'est dit pendant la pause publicité qu'on allait aborder un certain nombre de sujets communs ensemble. Avant d'en parler de ces sujets communs, vous vouliez, monsieur le procureur, qu'on revienne sur le taux de réponse pénale. Oui, il y avait deux points mais très rapidement sur les chiffres, parce que je ne veux pas non plus saouler tous les téléspectateurs. Il y a deux chiffres qui, moi, me semblent aussi significatifs au cours de l'année 2021. Le premier, c'est le taux de réponse pénale, c'est-à-dire la réponse qui est apportée par l'institution judiciaire quand elle peut le faire. On a augmenté, on est passé de 65% de taux de réponse pénale, c'est-à-dire un dossier où on a un auteur identifié, une infraction qui est commise. On est passé de 65% en un an à plus de 80% pour les dossiers. Et quand on regarde dans les dossiers les personnes, on a dépassé aujourd'hui les 93%. Donc on a une augmentation très très forte de la réponse pénale et du taux de réponse pénale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sentiment d'impunité qu'on pouvait avoir quand on était identifié comme un auteur d'infraction, il a tendance quand même à très largement disparaître, ce qui aussi est une forme de réponse apportée à la population qui se demande ce que fait la justice. Aujourd'hui, on répond. Et ça met combien de temps, avec votre expérience, pour faire changer les représentations dans la mentalité? Parce qu'entre le moment où, effectivement, il y a les chiffres qui le prouvent et l'évolution de la perception, il peut se passer combien de temps? C'est très difficile d'apporter cette réponse, parce que de vous apporter une réponse précise à cette question, et je ne sais pas si un jour ça évoluera, parce qu'on métropole aussi, alors qu'on est sur des taux de réponse pénale qui dépassent les 95% partout. Oui. On entend souvent des critiques sur la justice. Oui. La justice, elle n'a pas vocation à plaire. Voilà. Elle essaye de faire de son mieux, de se justifier. C'est le seul service public qui est obligé par les textes chaque année de rendre compte. Voilà. Et on le fait, et c'est l'exercice de cette conférence de presse que vous avez fait hier. Oui. C'est parce qu'on est obligé de rendre compte de ce qu'on fait, parce qu'on ne le fait pas pour nous, on le fait au nom des citoyens, la population. Donc voilà. Donc, on essaye de faire au mieux, on rend compte de ce qu'on fait, et chaque année on essaye encore de s'améliorer. Et il y avait un deuxième chiffre que je voulais évoquer. Tout à l'heure au téléphone, on a parlé de l'augmentation du nombre de plaintes, et je vous ai dit, c'est peut-être aussi dans un certain nombre de contentieux le sentiment pour des gens qu'aujourd'hui il faut déposer plainte. Et en réfléchissant tout à l'heure sur le trajet, je me suis dit il fallait que je donne un exemple. Et en arrivant, j'en ai trouvé un qui était les violences sexuelles. Vous avez fait, vous les médias, les associations, un travail remarquable au cours de l'année 2020 pour relayer ce sujet, cette préoccupation. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a 50% de plaintes en plus sur les violences de nature sexuelle. Et là, ce n'est pas des faits qui n'existaient pas avant, c'était des faits qui existaient, voilà, mais qui n'étaient pas portés à la connaissance. Donc voilà, et toute cette action de communication qui est relayée, parce que la justice ne peut rien faire seule, conduit ensuite à une activité judiciaire et conduit à des dépôts de plainte. Et ça, ce travail, on le fait avec l'Éducation nationale, avec le CHM, qui est vraiment très proactif aussi pour la prise en charge des victimes et les signalements, et puis les médias. Voilà, c'est un travail collectif. Alors là, on va refaire un autre travail collectif, vous allez voir, et c'est un sujet commun qui vous rassemble autour de la table, alors que ce n'était pas prévu au départ. Hier, vous avez annoncé, après avoir parlé des chiffres, vous avez parlé des projets et des actions que vous alliez mener pendant l'année 2022. Vous avez parlé de la gestion du contentieux social en lien avec la CSSM. Qu'est-ce que c'est, monsieur le procureur? Alors, on s'aperçoit, je l'indiquais hier dans la conférence de presse, on a vraiment le sentiment aujourd'hui que la justice, elle s'installe. Elle avait posé ses bases et elle essaye de se renforcer avec la création d'un conseil des prud'hommes qui va prendre son envol dans quelques semaines, avec de nouveaux contentieux qui se développent. Et puis, il y a des contentieux qui existent mais qui ne vivent pas pour le moment à Mayotte, notamment le contentieux du tribunal de commerce. Alors c'est quoi le contentieux du tribunal de commerce? Le contentieux du tribunal de commerce, c'est tout le contentieux qui existe entre les entreprises lorsqu'il y a des impayés, mais c'est aussi toutes les politiques d'accompagnement d'entreprises qui sont en difficulté,
difficultés très temporaires. À ce moment-là, on met en place des mesures d'accompagnement ponctuelles, de sauvegarde, de conciliation pour leur permettre de passer un temps difficile pour poursuivre leur activité. Et puis, il y a des entreprises qui sont structurellement en déficit, qui sont structurellement en défaut de paiement. Et ces entreprises, la difficulté, c'est que si on ne les identifie pas, ce sont des entreprises qui deviennent toxiques. Un jour, ça veut dire quoi, elles deviennent toxiques? C'est-à-dire qu'elles accumulent des dettes auprès de plein d'entreprises, auprès d'organismes sociaux, auprès de plein de partenaires commerciaux, et parfois des dettes colossales. Et du jour au lendemain, ces entreprises, elles mettent la clé sous la porte, et puis par effet de domino, tous les partenaires avec qui elles travaillaient se retrouvent en très grande difficulté financière. Vous parliez hier justement, et c'est en ça que la réponse et les explications d'Ivadi Madi seront très intéressantes, parce que vous parliez hier justement des dettes sociales de ces entreprises, certaines fragiles, d'autres en grande difficulté. Moi j'ai une question à vous poser, monsieur Madi. Depuis 2018, la vie n'a pas été simple pour les entreprises mahoraises qui ont... je pense pour la plupart, quelques dettes auprès de la CSSM. Des plans d'appurement ont été mis en place en 2018. Beaucoup d'entreprises n'avaient pas encore fini de payer, que la pandémie de 2020 est arrivée et qu'elles ont accumulé d'autres dettes. Vous allez poursuivre tous les gens qui vous doivent de l'argent? Mayotte connaît effectivement une situation très particulière, parce que ce n'est pas que 2018. On a connu des mouvements très durs en 2012. 2018, là, la pandémie qui arrive, effectivement, ce sont des situations qui fragilisent les entreprises. Et nous, au niveau de la CSSM, on sait en tenir compte. Nous avons deux catégories d'entreprises, je vais le dire très clairement. Nous avons des entreprises qui sont structurellement ou qui sont depuis très longtemps en situation très difficile vis-à-vis de la CSSM, qui ne répondent pas aux sollicitations, qui ne répondent pas aux courriers, qui ne répondent pas aux mises en demeure. Et des entreprises, effectivement, on le voit, qui ont été impactées par ces situations que vous venez de décrire, et notamment là, la pandémie Covid-19 que nous subissons depuis 2020. Les entreprises qui se rapprochent de la CSSM et qui nous demandent de mettre en place des mesures d'accompagnement, des délais de paiement, bien évidemment, nous le faisons et nous les accompagnons. Ces entreprises-là viennent d'elles-mêmes et nous les recevons, nous faisons toutes les démarches nécessaires pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir faciliter leur trésorerie. Maintenant, pour les entreprises qui, bien évidemment, ne se rapprochent pas de la CSSM, ou les entreprises vers qui nous sommes allés, soit qu'on a envoyé une personne pour contrôler ou que nous allons les chercher et qu'on n'arrive pas à entrer en contact avec, peut-être que les procédures comme les demandes en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire, les procédures collectives, nous irons vers ces étapes-là. Nous venons de commencer parce que ça n'existait pas avant, mais nous venons là depuis l'année dernière. Nous avons commencé à demander le tribunal de commerce certains dossiers en redressement judiciaire. Voilà. Et le but pour vous, c'est quoi? C'est de récupérer l'argent qu'on vous doit, ou c'est d'accompagner les entreprises à être... Parce que on se le disait en préparant l'émission, il y a des mauvais payeurs, et puis il y a des gens qui rencontrent des périodes de fragilité liées à ce qui se passe autour d'elles. C'est de convaincre les mauvais payeurs de l'être moins, ou c'est de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de la CSSM? C'est quoi l'idée? Bien évidemment, le premier rôle, c'est de récupérer l'argent, mais ça, nous le faisons par nos procédures amiables. Nous le faisons par des procédures qui sont en amont des demandes au tribunal. Ouais. Quand nous arrivons au stade du tribunal, c'est que, bien évidemment, et M. le procureur vient de le dire, c'est qu'on arrive à une situation où on se dit que là, si on ne fait pas la démarche, l'entreprise va embarquer avec elle d'autres partenaires et des salariés. Il ne faut pas oublier. Aussi, bien sûr. Il ne faut pas oublier, il y a des salariés derrière avec des droits, Donc, si on ne fait pas cette démarche-là, d'aller vers le tribunal et demander cette procédure de redressement, cette entreprise-là va, dans son micro-environnement, il va embarquer d'autres partenaires, qui ne sont pas uniquement la CSSM qui est concernée. Nous, à notre niveau, toutes les démarches amiables, on les fait en amont et on envoie des courriers, des mises en demeure, on envoie l'huissier, des contraintes, et après, c'est là où on va aller vers le procureur. Vous avez utilisé tout à l'heure, si je parle sous votre contrôle, vous avez dit, madame, vous allez faire condamner tous à payer. Voilà. Je crois que la logique qui vient d'être exposée n'est pas une logique de sanction. On est vraiment dans cette idée qu'on a des entreprises qui peuvent être en difficulté et que ces entreprises, il faut les identifier pour qu'elles ne mettent pas les autres en difficulté, mais non pas pour les condamner, mais pour les accompagner dans une phase de redressement
avec des créanciers qui soient identifiés et informés pour que ces créanciers puissent mettre en place des plans d'apurement avec cette entreprise ou avec cette association, parce qu'il y a aussi des associations, et que progressivement, l'association ou l'entreprise se restructure pour devenir efficace et plus solide. Et ce n'est pas une logique de poursuite pour condamner, c'est une logique d'accompagnement pour sauver l'entreprise, sauver l'emploi et permettre son développement. Alors, est-ce que... Quand je vous écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on essaye finalement de rendre le tissu économique mahorais plus solide pour répondre aux besoins de développement. C'est ça votre logique? C'est exactement ça, parce qu'on s'est aperçu que certaines entreprises, des fois, ont peur d'aller vers les créanciers ou d'aller vers... parce que l'entreprise elle-même peut demander sa mise en redressement judiciaire. Et certaines entreprises de Mayotte ont eu à le faire? Ils n'y vont pas ou ils ont peur, mais c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas cette logique qu'une fois qu'ils se sont mis en procédure de redressement, c'est une mesure de protection. À partir du moment où la décision ou le jugement est sorti de mettre l'entreprise en observation ou en procédure de sauvegarde, toutes les créances antérieures sont gelées, sont stoppées, sont suspendues. Et toute mesure de recouvrement de ces créances-là sont suspendues. Et c'est une nouvelle procédure, une nouvelle chance qui est donnée à l'entreprise pour pouvoir se redresser. Pour structurer sa dette. Bien évidemment. Alors, on parle de droit commun, de mise au carré, tout simplement, de l'économie. Il y a une démarche que vous êtes en train d'initier du côté de la CSSM. C'est l'organisation de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles en convergeant vers le droit commun, là encore. Enfin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment on s'y prend? Alors, peut-être juste un petit historique sur ce qui s'est passé jusqu'à l'année dernière. C'est que à Mayotte, la tarification se faisait spécifique à l'île et c'était des arrêtés qui étaient pris pour fixer les taux de cotisation pour les entreprises à Mayotte. C'était à peu près le même taux pour toutes les entreprises, c'était le taux collectif. Depuis le 1er janvier 2022, nous nous sommes alignés sur les méthodes et les procédures qui sont appliquées dans les autres départements et nous appliquons la tarification en fonction de 3 taux. Un taux collectif pour les entreprises de moins de 20 salariés, un taux individuel pour les entreprises qui ont 150 salariés et plus, un taux mixte pour les entreprises qui sont entre ces deux tranches-là. La nouvelle tarification, et là cette particularité, c'est qu'elle va tenir compte, bien évidemment, de la taille de l'entreprise, comme je viens de l'expliquer, mais aussi du taux de sinistralité qui est dans l'entreprise. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'on appelle le taux de gravité, le taux de fréquence. Exactement, les fréquences d'accident de travail, et leur gravité. Et la gravité de l'accident de travail, c'est une nouvelle procédure, une nouvelle approche, parce qu'une entreprise qui est vertueuse dans les mesures de protection et de prévention... Elle suit ses indicateurs dans tous les cas. Voilà, et bien évidemment, ces entreprises-là auront un taux qui est plus bas. Par contre, dans les entreprises où on a un niveau ou une fréquence d'accident de travail qui est plus élevé que dans les autres, le taux d'accident de travail tiendra compte de ces... Et donc jusqu'à présent, vous-même, puisque je les ai reçus, jusqu'à présent, vous envoyez plusieurs fois par an des mails aux employeurs pour leur dire, voilà, les nouveaux taux d'accident du travail, c'est ça, applicable à partir de temps. Et puis chaque entreprise prenait ses dispositions au regard de ça. Maintenant, ça va s'arrêter. Comment ça se passe, du coup? Ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Ce qui s'est passé jusqu'à là, c'est qu'effectivement, c'est nous qui communiquions les taux, c'est nous qui envoyions les notifications, c'était avec le papier. Ça, c'était ce qui se passait. À partir du 1er janvier 2022, nous demandons aux entreprises, bien évidemment, d'adopter la dématérialisation de cette notification du taux accident de travail, qui est d'ailleurs une obligation légale. L'entreprise doit ouvrir un compte AT1P, enfin c'est son compte net entreprise, bien évidemment, et dans le compte net entreprise, il active son compte accident de travail, tarification, enfin maladie professionnelle. Et elle recevra sur ce compte sa notification de taux tous les ans. Ce que nous allons faire cette année, parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des entreprises qui n'ont pas fait cette démarche d'aller ouvrir ou d'activer l'abonnement au compte AT1P, nous allons coupler, d'ailleurs nous l'avons déjà commencé à le faire, nous allons coupler cette tarification dématérialisée par des notifications
papier qui sont en train d'arriver dans les boîtes à lettres des entreprises. Ça ne fait pas beaucoup, alors toutes les entreprises, il y a beaucoup de petites entreprises à Mayotte, toutes ne gèrent pas ou n'ont pas transféré toute leur activité comptable à un expert comptable, beaucoup gèrent encore des choses par elles-mêmes, les chefs d'entreprise. Ça ne fait pas beaucoup de comptes pour un employeur de se dire il faut que j'ai celui-ci en plus, il faut que j'aille checker aussi ça. Ça ne fait pas beaucoup pour une entreprise, une petite entreprise, j'entends. Depuis 2012, le gouvernement a mis en place des mesures de simplification de ces démarches. Et parmi ces simplifications, il y a le groupement JPMDS qui travaille pour la simplification notamment des déclarations sociales, et ainsi de suite. Et donc le Net Entreprise, le site Net Entreprise permet en un seul compte, je le dis bien, d'avoir toutes ces déclarations, de faire toutes les démarches auprès de la sécurité sociale, auprès de l'URSSAF, auprès de Pôle emploi ou d'autres partenaires sociaux, opérateurs de protection sociale. Donc nous demandons là aujourd'hui à toutes les entreprises d'opter, de faire cette démarche d'aller sur le site Net Entreprise et d'activer leur compte ou d'ouvrir un compte, c'est ce qui leur permettra bien évidemment peut-être d'alléger de ne pas avoir un compte pour chaque Donc en fait, Net Entreprise devient pour l'emploi, enfin le chef d'entreprise, une espèce de tour de contrôle de tout ce qu'il a à garder en tête sur les aspects sociaux de la gestion de son entreprise. Exactement. Et d'ailleurs, c'est peut-être en lien avec cette année, nous sommes en train de déployer la déclaration sociale nominative. Ça, c'est vraiment top. Au 1er janvier 2022. Ça va ensemble puisque la déclaration sociale nominative permet en une déclaration de faire toutes ces démarches auprès des opérateurs de protection sociale. Bien évidemment, nous n'avons pas encore tout. Nous avons la sécurité sociale, nous avons Pôle emploi, nous avons la DERFIP qui sont embarqués par la déclaration sociale nominative. Nous allons travailler pour pouvoir embarquer tous les opérateurs de protection sociale dans cette démarche-là de simplification des démarches administratives des entreprises. Donc là, si la DSN s'est mise en place ici le 1er janvier, donc pour le 15 février, les entreprises vont avoir à faire leur première DSN sur la base des cotisations du mois de janvier. Du mois de janvier 2022, le 5 février pour les plus grosses, parce que les entreprises qui ont 50 salariés et plus doivent nous envoyer la déclaration au 5 février. Et les autres entreprises, c'est-à-dire celles qui ont moins de 50 salariés, c'est à compter du 15 février. Donc nous attendons les premières DSN. Nous avons déjà commencé à intégrer des DSN cette année. Il n'y en a pas beaucoup. On espère qu'on en aura encore un peu plus. Là, à ce jour, nous avons identifié 90 DSN pour l'échéance du 5 février. Nous en attendions à peu près 150 ou 200. Mais nous espérons que d'ici la fin de la semaine, nous en aurons encore d'autres pour la montée en charge de cette démarche. Mais qui est quand même une vraie simplification et qui a un lien direct avec le sujet qu'on évoquait en commun. Parce qu'effectivement, quand tout est fait de manière automatique, il y a moins d'erreurs, de saisie, de retrouver les données en matière de déclaration sociale. Une réelle simplification pour les entreprises, une réelle simplification pour les services qui gèrent la paye dans les entreprises. Et de la fiabilité aussi. La fiabilisation des données et aussi pour une amélioration du travail de la fonction publique, bien évidemment, parce qu'une déclaration pour quasiment tous les opérateurs de protection sociale et de l'administration. On est très en retard. Je suis désolée. On va rendre l'antenne avec un peu de retard. C'est la fin de ce second temps de parole. Très bien.